Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous les participants, à tous les inscrits, d'assister à ce webinaire qu'on a organisé conjointement Danzo et IBM pour évoquer un sujet d'actualité qui est le MFT, qui veut dire donc le Managed File Transfer. Pour ce faire, durant ce webinaire, plusieurs interlocuteurs prendront la parole pour exposer et argumenter un certain nombre de sujets. Moi-même, Stéphane Depasse, donc en tant que responsable du business développement de la société Danzo, je serai accompagné par Laurent Martin, qui est un ingénieur avant-vente IBM Automation. On va repréciser tout ça. Et puis, il y a notre président côté Danzo aussi, fondateur Eric Moreau, qui peut intervenir dans cette présentation. Donc, pour cet agenda, ce webinaire, nous proposons donc un petit mot très très rapide sur à la fois Danzo IBM, et puis on commencera par introduire effectivement le sujet du MFT pour aboutir très rapidement à une présentation de la solution donc IBM qui se nomme Aspera, et on verra ce que on sous-entend par le FASP. Et durant toute ce webinaire, qui va durer à peu près 40 minutes, 50 minutes, on aura l'occasion de parler surtout de use case, donc d'être assez démonstratif, de montrer des exemples. Et ce qui sera effectivement pointé ou explicité, c'est retour d'expérience sur AB InBev et puis Jabil. Je vous incite aussi à utiliser le chat pour poser certaines questions au fil de l'eau en fonction de notre présentation, et puis on regardera à la fin effectivement les questions qui nous ont été posées et on vous répondra effectivement à ces questions. Un petit mot très rapide sur notre portfolio, sur notre position. Sachez que Danzo était déjà un éditeur de solutions au travers d'Advisor SLA pour proposer effectivement à des opérateurs ou à des sociétés d'envergure des métriques, et on fait du test passif pour mesurer effectivement la qualité de service du réseau et puis d'apporter des indicateurs très forts sur le SLA. Et puis on a, en tant qu'intégrateur, on est allé effectivement un peu plus loin sur notre métier qui est effectivement la métrologie, avec des solutions de supervision, des solutions d'analyse de trafic IP, des solutions aussi d'observabilité et des solutions aussi pour essayer d'automatiser, puisqu'on est des troubleshooters, d'automatiser un maximum de tâches, simplifier la vie des gens dans le troubleshooting, la rémédiation et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que beaucoup de problèmes aussi viennent effectivement des configurations. Et dans certaines circonstances, c'est bien de faire du troubleshooting, de trouver la root cause des problèmes, mais quelles sont aussi les solutions qui peuvent s'offrir à nous? De temps en temps, on peut aussi proposer, pour améliorer la congestion des choses, eh bien d'introduire des load balancers, mais ça, c'est un métier qui est connu depuis longtemps. Et puis, sinon, on peut s'apercevoir effectivement et prendre en considération les plaintes des utilisateurs des moments bien particuliers ou sur l'usage d'applications bien particulières, et plus particulièrement sur le transfert de fichiers. Et là, on propose une solution, effectivement, lorsque l'on constate avec des outils de NPMD les dérives, les temps, les problèmes des différents utilisateurs, et bien que peut-être une solution pour aller au-delà des solutions traditionnelles mises en place dans le réseau en termes de serveurs FTP, eh bien, il y a peut-être une solution qu'il faut regarder de près, et c'est celle qu'on va vous présenter, qui s'appelle IBM Aspera. Alors, dernière chose sur Danzo, comme tout intégrateur et vendeur de solutions, quelque part, même si j'ai utilisé le mot vendeur et c'est pas péjoratif, on fait du conseil, de la formation, il suffit de lire, de l'intégration. On est structuré aussi en mode projet pour effectivement accompagner le client à la fois dans différentes phases de son projet. Et puis, ce qui nous caractérise aussi, c'est notre possibilité, avec notre R&D et notre savoir-faire dans le développement, d'accompagner le client sur des intégrations un peu spécifiques ou des développements spécifiques, ou c'est la création de dashboards spécifiques. Voilà. Donc, sur cette présentation, voilà, je donne tout de suite la main à Laurent Martin pour qu'il donne peut-être quelques indications sur IBM. Oui, IBM, fabricant un peu de hardware et aussi éditeur logiciel.
Pour faire le pont avec ce que tu viens de dire, actuellement, le modèle commercial d'IBM, c'est vraiment de s'appuyer sur des partenaires comme Danzo pour votre expertise technique, votre proximité avec les clients. Voilà, donc ça, c'est déjà important. Sinon, concernant IBM, rapidement, il y a une partie consulting, une partie IBM Research qui, en particulier, fait de la recherche fondamentale sur tout ce qui est ordinateur quantique, etc. Donc, IBM est à la pointe dans ce domaine-là. IBM fait aussi un peu de hardware avec des stockages flash, par exemple, très performants, mais aussi des processeurs power pour les systèmes d'entreprise, aussi des mainframes, ça existe toujours. Et puis finalement, la dernière partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie IBM Software, dans laquelle on va retrouver toute une partie intelligence artificielle. Tu l'as un petit peu mentionné auparavant avec Watson X, par exemple. Et puis, la partie dans laquelle moi je travaille, c'est la partie qu'on appelle automation, dans laquelle on va retrouver par exemple, l'IT, tout ce qu'on appelle IT automation avec Instana que tu as aussi mentionné auparavant, et la partie intégration, modernisation d'applications, dans laquelle on va retrouver Aspera. Aspera, une startup qui a été fondée en 2004, et moi que j'ai rejoint en 2013, juste avant son acquisition par IBM en 2014. Voilà, et qui est spécialisée, donc cette marque au sein d'IBM est spécialisée, comme on va le voir, dans le transfert de fichiers haute performance. Merci pour cette présentation, Laurent. Et effectivement, nous avons pas mal de produits et revendons pas mal de choses du côté d'IBM. Alors, pour reprendre le sujet qui nous anime lors de ce webinaire, donc je voudrais juste placer deux, trois choses importantes. Effectivement, on s'appuie sur des enquêtes. Et là, pour parler plus particulièrement celle du Gartner, elle indique simplement qu'en 2023, la nature de nos fichiers, les fichiers qu'on manipule, qu'ils soient PowerPoint, qu'ils soient de la CAO, qu'ils soient de toute nature, ils ont tendance à grossir. Et grossièrement, en 2023, les fichiers ont eu des tailles de plus en plus importantes et un facteur significatif, c'est quand même plus de 60% d'augmentation de la taille de ces fichiers. La deuxième chose qui est importante, avec IDC, qui a lui aussi mené une enquête au travers de différentes organisations, et donc pour leur demander quels sont les sujets sur lesquels ils vont moderniser leur SI, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'il y a effectivement l'API, tu en parlais précédemment, effectivement, avec une solution API Connect, la gestion, le développement, le software, et ainsi de suite. Il y a le DI aussi, et puis, comme un fait exprès, apparaît le MFT. Donc, on est vraiment dans cette tendance, on est dans ce sujet, et c'est l'objet de ce webinaire. Alors, lorsqu'on discute aussi avec les gens, on entend souvent parler, oui, les solutions de transfert, elles peuvent se dégrader à mesure, effectivement, qu'il y ait de la distance, qu'elle augmente. Et puis, il y a aussi des gros problèmes de collaboration à l'échelle mondiale. C'est ce qu'on entend assez souvent. Il y a aussi le fait que lorsqu'on transfère des données, vraiment d'être dans un environnement très sécurisé, c'est aussi des choses qui nous sont demandées. Et puis, d'autres choses viennent aussi sur cette surveillance, apporter un peu plus de visibilité, de contrôle. Voilà. Et il y a aussi des sujets, des cas d'usage qui sont très particuliers. Lorsque on veut faire du transfert, par exemple, de données ou massif entre les clouds. Donc voilà, ça tourne un petit peu autour de tout ça, les réflexions, lorsqu'on commence à discuter du MFT. Donc les défis, ils sont importants. Lorsque on regarde tout cela, les gens ont du mal à donner dans un premier temps, des dates. Oui, on peut tenir tel objectif. On a une migration, oui, on sera à l'heure. Ensuite, les défis sont aussi liés, bien entendu, on l'a parlé, à la taille des fichiers qui sont extrêmement importants à ce jour. On parle plus de mégas, on peut parler de gigas, de centaines de gigas, et voire de manière massive de téras, plusieurs téras à bouger d'un endroit à un autre. Bien entendu, les gens du réseau savent pertinemment que le transfert est lié effectivement à des débits, à des distances, et aussi il y a aussi une autre problématique, c'est de l'autre côté, ça va être la taille, le stockage. On peut être très limité, donc il y a un certain nombre de choses. Et comme on l'évoquait aussi, dans tous ces mouvements, eh bien, de quelle manière peut-on apporter
un niveau de contrôle et de sécurité? Bah, la réponse, elle arrive effectivement au travers de cette technologie. Ces défis sont relevés et c'est donc le produit Aspera qu'on va vous présenter, qui permet effectivement de déplacer de grandes quantités de données à l'échelle mondiale, effectivement, et dans des environnements totalement hybrides, et qui, donc, au regard des résultats qui vont être, je dirais, vus, sentis, ressentis, c'est que ça va quand même 100 fois plus vite que les usages des protocoles traditionnels. Il y a en 2004, effectivement, comme le disait Laurent, il y a la naissance pour ces problématiques des gens qui travaillent et qui vont élaborer un protocole qui va s'appeler le FASP, le Facade Adaptive and Secure Protocol. Alors, vous voyez un schéma où il y a marqué TCP. Ça, c'est dans l'actualité lorsqu'on utilise effectivement les mécaniques de TCP. Plus on est proche de machine à machine, ça va aller très très vite puisqu'on dispose, il y a peu de distance, il y a peu de choses, il y a peu d'éléments effectivement à traverser. Et lorsque nous sommes contraints à la fois sur la distance, sur la part de paquet et sur la taille des fichiers, eh bien, TCP souffre énormément parce que sa mécanique même de syncinac et de congestion et de possibilité d'interruption des sessions, effectivement, TCP peuvent effectivement faire capoter ou vraiment faire que le transfert ne marche pas et on recommence même des fois tout à zéro. Et l'effet de ce FASP, c'est le schéma de droite, donc c'est de pouvoir s'affranchir de toutes ces problématiques à la fois de distance, de débit et ainsi de suite, et de pouvoir transporter cette information le rapidement, de manière efficace et en tout point du globe. Donc grossièrement, c'est le résultat qu'on va espérer et qu'on va avoir, plus particulièrement avec la mise en œuvre de ce FASP. Donc, ce FASP, c'est quoi? Bah, tout ce qui était un peu sur TCP, eh bien, c'est fait de manière combinatoire avec surtout UDP. Donc voilà, ça s'appuie énormément sur UDP et avec toute l'intelligence qui est effectivement sur des hosts, sur ailleurs, pour regarder cette intégrité, maîtriser le transfert et de faire des choses assez massives et voire parallèles. Vas-y, Laurent, pour introduire et donner un exemple très concret de ce qu'on vient de dire. Ouais, ben merci beaucoup. Effectivement, donc ça, comme tu l'as dit, le constat dès le début des années 2000, en fait, quand on a eu l'essor d'Internet, hein, dès le départ de l'essor d'Internet, on a eu cette problématique. Ok, on a des données de plus en plus volumineuses. En particulier, ça a été beaucoup utilisé lors de la numérisation du cinéma, en fait. Au départ, Aspera a été créé parce que les majors américaines, les grands studios de cinéma, etc., étaient passés au numérique au début des années 2000 et ont eu cette problématique de comment je récupère les films qui sont tournés, comment je fais le montage de mes films. Et comme tu l'as dit, c'est des fichiers de quelques centaines de gigas, parfois des téras, voire plus, quand on est vraiment en résolution basique, quoi. Donc, c'est à ce moment-là où Aspera a été créé. Néanmoins, la problématique s'est retrouvée dans toutes les industries. En fait, on retrouve cette problématique évidemment toujours dans le média, ce qu'on appelle l'industrie du média, mais aussi dans les industries lourdes et dans l'industrie du retail, etc. Et donc là, on a un exemple, comme tu vas le mentionner un petit peu plus tard aussi, il y a différents use cases. On a toujours cette problématique de j'ai des grosses données à transférer pour une raison X ou Y, je dois l'envoyer de point à point à longue distance et j'ai un temps limité parce que sinon, je ne remplis pas mes objectifs business. Donc, dans le cas qu'on a ici, AB InBev, qui est une société, une brasserie, une grande brasserie avec des marques comme Stella, Corona, Budweiser, etc. Donc, plus de 500 marques et qui sont le fruit de fusion-acquisition. Et ça, ce n'est pas spécifique au domaine de la brasserie, hein, c'est toutes les entreprises qui font qui augmentent comment on dit, en fait, ils font des fusion-acquisition, ils rencontrent ce problème de j'ai un système d'entreprise avec des données dans un data center et pour des raisons de mise à l'échelle, je veux rapatrier ces données-là et intégrer le système à mon système d'entreprise central. Donc, ça peut être des systèmes SAP, des bases de données, etc.
qui sont gérés chez un hébergeur à un endroit et on veut les rapatrier à un autre endroit. Donc là, en l'occurrence, pour AB InBev, si je me souviens bien, c'était une marque qui avait été achetée en Allemagne avec des data centers en Allemagne et ils voulaient le rapatrier vers leur data center qui, pour le coup, se trouvait en Hollande à ce moment-là. Et là, on parlait de Tera et de Teraoctets de données à migrer. Alors, la problématique, c'est que ces données-là fonctionnent sur des systèmes opérationnels qui servent à la gestion de l'entreprise, les systèmes SAP, etc., les ERP de l'entreprise, et qui servent à la production. Donc, pas question, bien évidemment, d'arrêter la production, si ce n'est dans des fenêtres de maintenance réduites. Et quand on a besoin de migrer ces systèmes critiques dans une fenêtre limitée à 8 heures entre le samedi et le dimanche, et qu'on commence à regarder les systèmes standards FTP, puisque on se retrouve aussi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dans une situation où on a des systèmes hétérogènes. Quand on a des vendeurs de baies de stockage identiques et qu'on veut migrer les données, souvent les vendeurs vont fournir des systèmes propriétaires de synchronisation et de transfert de données assez haute performance, mais qui nécessitent d'avoir le même système de chaque côté. Et là, souvent dans ces cas de migration, ce n'est pas le cas. En fait, on n'a pas du tout les mêmes types de stockage entre le A et le B. D'ailleurs, parfois, ça peut être aussi des migrations on-prem to cloud. C'est un peu quelque chose que tu as mentionné aussi auparavant sur les problèmes d'infrastructure. Comment je transfère mes données on-prem vers le cloud et de façon rapide. Alors, parfois, alors bien évidemment, les vendeurs de cloud peuvent proposer des solutions comme ce qu'on appelle le direct link ou des choses comme ça, mais ça ne résout pas complètement la problématique. En particulier, que tu as mentionné aussi, la distance. Dès qu'on va utiliser, parce que le protocole, on va dire, standard dans le cloud, c'est HTTPS, bien évidemment, pour les transferts de données, on va dire, ou pour les appels d'API, etc. Et c'est basé sur du TCP. Et donc, ça souffre toujours de la même problématique. Bon, si je suis je veux transférer vers Amazon à Londres et que je suis une grande banque à Londres, oui, certainement, ça va bien marcher. Mais si je veux transférer aux États-Unis, dans un cloud aux États-Unis, et puis que mes données sont en Allemagne, là, je vais avoir le problème de comment je envoie en haute performance vers le cloud. Donc, pour venir à BingBev, leur problématique, c'était de transférer les données de l'entreprise, de leur système de gestion, d'un point A à un point B avec une fenêtre de migration réduite. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? Peut-être le slide suivant. On a utilisé ici la solution AsperaSync que je vais vous montrer. C'est une solution, alors quand on pense IBM, parfois, c'est amusant, les personnes, bien sûr, on parle beaucoup de Google, Apple, etc. Et on peut penser à IBM, une société un peu ancienne. C'est vrai qu'IBM a plus de 100 ans et existe toujours et en fait toujours dans la pointe de la technologie. J'ai mentionné les ordinateurs quantiques, l'intelligence artificielle avec le modèle Granit, etc. IBM est à la pointe dans ces domaines-là et dans d'autres domaines, mais aussi dans le transfert de fichiers haute performance, comme on va le voir ici. Donc là, c'est un cas un peu particulier. Donc, au niveau technique, AsperaSync, alors particulier, mais qu'on retrouve assez souvent. Et Aspera n'est pas limité à ça, bien évidemment. Donc là, la solution proposée, c'était Aspera Enterprise On Demand. Pourquoi? Parce que dans ce cas de migration massive de volume de données, en fait, c'est des projets qui s'étalent sur quelques semaines, quelques mois, et pour lesquels on connaît à l'avance le volume de données à transférer. Ça va être, je ne sais pas, 85 téraoctets et qu'on va vouloir transférer. Alors souvent, d'expérience dans ces projets de migration, la migration va s'étaler en plusieurs étapes. Alors soit on va faire une première migration globale et ensuite on va faire des deltas, ou bien on peut, selon, faire des migrations partielles, pareil avec des deltas. Donc ça dépend de l'organisation du projet. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est des projets sur une durée limitée, avec un volume connu. Et puis là, on a un produit adapté à ça, ça s'appelle Aspera Enterprise On Demand, puisque au niveau commercial, avec nos partenaires comme Danso, le client va se mettre d'accord sur un volume. Il y aura un prix correspondant, il y a un prix au téraoctet transféré. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à mener le projet à bien.
On installe, alors comme je disais, on peut penser que parfois que IBM c'est compliqué, il y a des gros systèmes, il y a mainframe, tout ça. À vrai dire, dans ce qui concerne Aspera, c'est relativement simple, hein. Techniquement, on va avoir deux systèmes, A et B, sur lesquels on va installer, si c'est du Linux, un RPM, et directement, on aura une ligne de commande qui s'appelle async et qui va nous permettre de démarrer une synchronisation entre les deux systèmes. Donc vraiment, c'est extrêmement simple au niveau technique et installation. Quelque chose que j'ai peut-être pas mentionné sur le slide d'avant, c'était que non seulement on a cette hétérogénéité des stockages, mais aussi des systèmes. Dans le cas de AB InBev, il y avait des systèmes IBM AIX, il y a du Linux, du Windows. Donc, comment on fait avec des systèmes de fichiers, là, CIFS, NFS. Donc, il s'agit de pouvoir s'adapter à tous ces systèmes de fichiers, et c'est le cas avec Aspera. Donc là, je vais partager mon écran. Donc, alors, à la base de ça, en fait, comme je vous ai dit, c'est assez simple. On a tout simplement une ligne de commande qui s'appelle async, donc on va donner un nom à sa synchronisation, le répertoire local, le répertoire distant, l'adresse du serveur distant, et puis un certain nombre de paramètres sur à quelle vitesse maximum je veux pouvoir synchroniser, est-ce que je veux conserver les dates des fichiers ou même je peux préserver l'identité de l'ownership sur les fichiers. Donc, bon, il y a un certain nombre de paramètres de tuning qu'on va pouvoir mettre en place. Et tout simplement, bon, en général, moi, ce que je conseille, c'est de mettre ça dans un script plutôt que de retaper, bien évidemment, tout à chaque fois. Ça permet très simplement de démarrer une synchronisation. Voilà, donc là, je vais démarrer ce script-là. Voilà, il va faire un scan de mon répertoire ici. Voilà, je vais grossir un petit peu la fenêtre. Voilà, on voit qu'il y a, voilà, il a trouvé 6 fichiers. Il y en a 5 qui sont déjà synchronisés. Et puis, il est en train de trouver un qui n'était pas synchronisé. Et donc, il est en train de le transférer. Voilà. Bon, vous voyez, c'est extrêmement simple. D'un autre côté, on peut aussi monitorer, si on le désire, ce transfert. Vous voyez, on a une console d'administration web ici où on va pouvoir voir voilà, l'avancée. Donc là, je vois que j'ai un fichier de 100 mégas et puis le progrès du transfert. Bon, là, en l'occurrence, je suis en Wi-Fi, donc je n'ai pas énormément de bandes passantes. Et en plus, artificiellement, à vrai dire, on pourrait accélérer la vitesse par administration ici. Vous voyez, normalement, je dois pouvoir choisir la vitesse ici. Bon, le temps que je le fasse, ça va se terminer. Voilà, mais bon, voilà un petit peu au niveau administration. Donc, vous voyez, une mise en œuvre assez simple, un script, on va redémarrer. Voilà, quand ça va être terminé ici, ça va me dire terminé. Et si je redémarre le script, il va directement trouver que tout est déjà synchronisé. Voilà. Voilà, donc là, normalement, ça va se terminer. Et si je redémarre le script, voilà, il va faire un scan. Il va trouver que tout est déjà synchronisé et puis il va s'arrêter directement. Et puis si je crée un nouveau fichier que je resynchronise, voilà, bien sûr, il va resynchroniser. Alors, à noter que la synchronisation, ici, comme on est dans un cas de migration, elle est unidirectionnelle. Voilà, je synchronise, j'envoie mes fichiers d'Allemagne vers la Hollande, par exemple, là, en l'occurrence, entre la France et le Royaume-Uni. Mais le système supporte aussi de la synchronisation bidirectionnelle. Et quand on parle de synchronisation, c'est non seulement envoyer les nouveaux fichiers découverts, mais si on efface un fichier d'un côté, on va aussi propager l'effacement du fichier de l'autre côté. Donc vraiment, on garde la synchronisation. Donc là, je disais synchronisation unidirectionnelle, mais on a d'autres cas d'usage de la migration, plutôt côté collaboration, quand on a des équipes qui travaillent sur un même ensemble de fichiers, peut-être en décalage. Ça m'est arrivé plusieurs fois entre des équipes, par exemple, soit en Amérique du Nord, Europe, Asie, et ils travaillent sur des stockages en local, parce qu'ils travaillent, par exemple, sur des fichiers, des images ou des choses comme ça, et sur des fichiers techniques. Et puis, comme ils ne travaillent pas forcément en même temps, mais ils ont besoin de travailler sur les mêmes fichiers, on va pouvoir mettre en place un Aspera Sync qui va synchroniser de façon bidirectionnelle. Donc, si une équipe crée un fichier d'un côté, ça va être synchronisé de l'autre côté. OK.
Donc, on résume, on installe de part et d'autre sur deux serveurs un morceau de la solution Aspera. Après, on y va en mode CLI. Et puis, on fait effectivement son transfert de fichiers. Et dans l'exemple, la rapidité est le signe le plus distinctif et la synchronisation aussi sur ce transfert. Donc, la cohérence et avec cette interface APS Sync. Voilà, et comme on le voit ici, le résultat de cette migration, hein, c'est qu'auparavant, l'administrateur n'était pas capable de remplir ses obligations en termes de respect de la fenêtre de maintenance. Et par exemple, pour migrer 1 Teraoctet, auparavant, ça prenait plus de 2 h 30 et on passe à moins d'une demi-heure. Donc là, une accélération de 5 fois, qui était suffisante pour pouvoir remplir les obligations. Aussi, dans les outils précédents, ils utilisaient des outils standards FTP, etc. Ça pouvait arriver que le transfert était incomplet. Et comment on détecte ça? Voilà, ça c'est une... Et aussi le fait de garantir la non-corruption des fichiers. Dans le protocole Aspera, le protocole FASP que tu as mentionné, il y a une validation par checksum à chaque paquet de 1 méga transféré. On réalise un checksum et on vérifie à l'écriture de l'autre côté que le checksum est le même pour valider le transfert. Donc, bon, le checksumming est fait à plusieurs niveaux, hein, mais voilà. Donc, le résultat, c'est que pour transférer 75 Teraoctets, ils ont été capables, à un moment donné, d'aller à pratiquement 7 gigabits par seconde de data center à data center. Et puis, ensuite, comme je l'ai mentionné, les migrations réalisées les week-ends dans des fenêtres de maintenance. Et puis, voilà, un succès à la fin. On a d'ailleurs publié un use case sur le cas, donc le cas échéant pour le fournir aux personnes qui le désireraient. Voilà pour cette partie. Donc, ce qu'on comprend, c'est que FASP va essayer d'utiliser au maximum la bande passante disponible. Donc voilà, il fait vraiment un gros taux d'occupation et tout ça, c'est effectivement calculé, maîtrisé par le protocole. Donc, pour reprendre la suite de cet exposé, là, c'est juste pour vous donner des idées, ou du moins, pas des idées, mais vraiment quelque chose de très significatif. Lorsqu'on transfère des données sur le continent américain ou américain vers l'Europe ou l'Europe ou l'Amérique vers les États-Unis, on a vraiment en fonction là des exemples de calcul sur des fichiers de 10 gigabits. Vous voyez dans la colonne là-bas US vers Asie, il y a marqué effectivement que c'est impraticable. Comme le disait Laurent, eh bien, les sessions TCP peuvent se rompre et on recommence tout à zéro. Donc, on ne peut jamais s'engager. On n'est jamais sûr. Avec FASP, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui était en jours va se traduire en heures et ce qui était en heures va se traduire en minutes. Donc, c'est simplement, et on a des exemples aussi et un petit calculateur sur le site d'IBM qui nous permet effectivement de voir quels seraient, je dirais, les calculs et les espérances de gains avec la technologie FASP. Vas-y, clique. Alors, je peux dire aussi, rajouter à ce que tu viens de dire, c'est qu'au niveau du réseau, une déconnexion, ça peut arriver. Hein, un réseau, c'est un réseau. Il peut arriver que il y ait une perte de connexion pendant plusieurs minutes, etc. Donc ça, le protocole FASP, il dérogera pas non plus. Hein, c'est basé sur du IP. S'il n'y a plus de IP, voilà, au bout d'un moment, il y a un time-out et ça s'arrête. Par contre, le protocole de transfert FASP est capable de reprendre sur erreur sans corruption. Donc, même au sein d'un gros fichier de 100 gigas, si on perd la connexion, même pendant plusieurs heures, hein, à la moitié ou aux 3/4, au moment où on reprend le transfert, ça va repartir exactement de là où ça s'est arrêté. Et il y a une garantie qu'il n'y a pas de trou, pas de corruption, pas d'octets corrompus et qu'on va arriver à la fin. Et comme tu l'as mentionné aussi, hein, ce que les entreprises n'aiment pas, c'est quand on ne sait pas ce qui va arriver. Hein, donc, on a besoin de savoir quand le fichier va arriver pour le business. Et donc, avec ce système de reprise sur erreur, voilà, quand on a fait 75% du fichier, même si on a une coupure, avec la reprise sur erreur, dès que ça reprend, on a un ETA qui s'affiche et qui dit, voilà, le fichier sera complété dans 30 minutes. Voilà, donc ça, c'est important, le côté de prédictabilité du transfert, effectivement.
Simplement ce slide pour donner une information complémentaire, il suffit de le lire, mais tout à l'heure, Laurent a parlé effectivement des aspects sécuritaires et sécurité, fiabilité, eh bien, elles sont à tous les niveaux, aussi bien sur l'authentification, le chiffrement des données, l'accessibilité, donc la crypto, et la vérification aussi. Tout est effectivement maîtrisé, sécurisé. Et a priori, il n'y aura pas domain in the middle, il n'y aura pas de choses comme ça. On est pratiquement sûr de ne pas se faire hacker et surtout de transférer les données de manière très efficace et sécurisée. Pour revenir simplement, puisqu'il en parlait tout à l'heure, Laurent, pour démystifier un petit peu les choses, donc commercialement, il y a différentes approches. Soit vous prenez, on acquiert la solution, effectivement, et puis on est purement en CAPEX, OPEX quelque part, et on déploie Aspera Entreprise, et puis vous voyez une autre notion qui s'appelle Aspera Endpoint, c'est pour créer des réseaux avec des multinœuds. Hein. Il y en a un qui est effectivement le serveur principal, et après ce sont d'autres nœuds géographiquement placés à différents endroits pour effectivement accueillir d'autres données et puis créer des folders et ainsi de suite. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'utiliser cette solution, de l'installer, mais de l'utiliser effectivement plus de manière on demand. Donc, c'est ce que évoquait lors du précédent effectivement use case avec Laurent. C'est ce cas-là. Donc, on détermine et puis vous n'aurez qu'à payer le volume de transfert global. À contrario de l'autre, où là, c'est la bande passante sur le premier qui est sur laquelle on va se figer. Vous avez à droite de l'écran les différentes nomenclatures de ces bandes passantes. Et enfin, cette solution inspirera aussi IBM, vous connaissez, IBM est dans le cloud. IBM propose aussi dans son propre environnement et sur la planète, dans ces différents endroits, l'usage en mode SaaS de l'application, effectivement, Aspera. Et enfin, pour ceux qui souhaitent développer et intégrer des fonctionnalités et faire l'usage de certaines API dans leur application pour ces transferts, ben, il y a aussi cette ouverture du produit de façon embarquée et pour les développeurs. Alors, pour refiger un petit peu les choses, on vous parle de serveurs. Effectivement, donc les serveurs sont ceux qui servent à faire les transferts de données de point A à point B. Donc, on a parlé d'Aspera Transfer Server. On parle aussi, là où vous avez vu, de cloud. OK. Qu'est-ce qui va devenir en plus en termes de fonctionnalité? Eh bien, premièrement, Laurent l'a dit, en bas, c'est de la synchronisation. Donc, on est capable de faire aussi de la synchronisation. Tout en haut, vous avez des solutions complémentaires ou du moins qui vous permettent de donner cette visibilité. Vous l'avez vu avec Laurent sur le monitoring, le fait de voir quelle est l'action, de suivre le transfert. Donc ça c'est aussi bien des consoles de visibilité et d'administration, soit en mode promise ou soit dans le mode de SaaS. Et ensuite, il y a d'autres fonctionnalités qui vont étendre le champ d'application et les use cases de Aspera. Quels sont-ils? Eh bien, dans certaines circonstances, ce n'est pas uniquement le fait d'envoyer un fichier d'un point à un point B. Dans d'autres circonstances, c'est de pouvoir vraiment collaborer et de mettre à disposition et de partager des fichiers entre différents collaborateurs de l'entreprise. Ça sera l'Aspera Share. Okay. Et vous avez aussi la possibilité pour des gens qui sont externes d'introduire un concept autre, qui est celui de faire l'usage de la messagerie, de dialoguer via la messagerie et d'informer des collaborateurs internes ou externes qu'on met à leur disposition effectivement des fichiers qu'ils vont pouvoir retirer. Donc il y a cette notion de download et puis il y a cette notion aussi de upload, mais avec des organisations complexes. Et il se peut qu'il y ait vraiment beaucoup d'interlocuteurs. Il faut savoir gérer, sécuriser tout cet ensemble et donner accès à cette mouvance quelque part et à ces workflows. Et enfin, tout en haut à droite, vous avez Automation. Il y a dans certains cas la possibilité d'automatiser le workflow, effectivement, et ce sont des choses qui peuvent être prises en compte pour simplifier et augmenter finalement la rapidité des actions que l'on doit mener et la complexité peut-être aussi de certaines tâches
au niveau, je dirais, de son entreprise. Voilà. Donc, ça vous donne un ensemble, effectivement, une certaine visibilité des fonctionnalités qu'on est capable d'adresser avec Aspera. Et il y a aussi, là, vous voyez en bas, j'ai marqué que cette configuration de ce qu'on expliquait ne prenait pas aussi les proxys. Il y a aussi l'introduction de proxy et de reverse proxy, effectivement, dans cette architecture. Et puis, il y a l'HTTP Gateway, c'est quelque chose d'autre qui nous permet, effectivement, c'est la solution palliative. Si quelque part, ça marche pas sur un chemin, on peut y aller de manière dégradée avec l'HTTP Gateway. Voilà. Donc, tout ça pour résumer ce que je viens de dire. Vous avez la colonne software, la colonne SaaS. Eh bien, vous voyez qu'il y a énormément de similitudes. Il n'y a pas c'est les mêmes choses qu'on soit en mode promise ou en mode SaaS. C'est tout ce que je voulais vous dire sur ce slide-là. Et vous avez effectivement, comme on va vous partager, il suffit de lire pour voir à quoi correspondent effectivement toutes ces fonctionnalités. Donc, ceci étant dit, maintenant qu'on a parlé de ça, j'ai évoqué les serveurs, j'ai évoqué de nombreuses fonctionnalités. Je te redonne la main, donc Laurent, pour expliquer effectivement le cas de Jabil. Merci. Revenons dans le concret sur exactement tout ce que tu viens de dire. Là, c'est une problématique différente. Autant dans le AB InBev, c'était une durée déterminée, un volume déterminé, mais on a des besoins de transfert haute performance très compact. Ici, la problématique, c'est une entreprise, Jabil, qui est leader mondial dans la fabrication de circuits imprimés et qui a cette problématique de comment je donne la possibilité à mes clients de m'envoyer leur design de circuit pour que je puisse les envoyer ensuite dans l'usine en fabrication. Et puis, comment en interne, mes collaborateurs peuvent s'envoyer ces fichiers volumineux également. Donc là où tout à l'heure, on n'avait pas d'utilisateur, on avait donc un script pour un administrateur, c'est parfait, il met ça dans un fichier, il exécute, il fait sa synchro et il passe à autre chose. Là, on n'est pas du tout dans le même cas. On a la même problématique. J'ai des gros fichiers qui doivent aller de A à B de façon mondiale et puis ça ne marche pas avec ma solution actuelle. Mais par contre, au niveau utilisateur, là, on a des utilisateurs finaux. Et donc là, il y a une contrainte haute sur il faut que ça soit un système simple à utiliser par le web, etc. Donc, auparavant, Jabil, ils avaient une solution MFT, Managed File Transfer, coûteux et peu efficace. Donc, effectivement, ils pouvaient, basé sur du FTP, transférer les fichiers entre les usines. Ils avaient un serveur FTP où les clients pouvaient uploader leurs fichiers. Mais dès qu'on envoyait des fichiers de plusieurs gigas de design, ça posait exactement les problèmes qu'on a mentionnés tout à l'heure. Si ça se coupait au milieu, ça prenait plus d'une journée, etc. Donc, comme tu l'as très bien mentionné tout à l'heure aussi, quand on est à une longue distance et qu'il commence à y avoir beaucoup de volume, par FTP, ça va prendre plus d'une journée et la probabilité d'avoir une déconnexion en une journée, elle est très haute en fait. Et puis, s'il y a une déconnexion, est-ce que si mon protocole n'est pas capable de reprendre sur erreur, je le repars depuis le début et puis j'arrive jamais. Donc ça, qu'est-ce que ça se traduit tout simplement pour Jabil, hein, c'est perte de clients et perte de chiffre d'affaires tout simplement. Hein. Donc ça revient toujours à ça, c'est qu'à la fin, une perte d'efficacité pour l'entreprise si on n'est pas capable de faire ces transferts de fichiers importants pour l'entreprise. Donc là, 1400 utilisateurs externes et 1100 utilisateurs internes avaient ces besoins de transfert de fichiers haute performance. Donc là, la solution proposée, c'était, à vrai dire, également Aspera Enterprise On Demand, comme auparavant. Alors auparavant, j'ai dit on a utilisé la solution Sync. Sync, en fait, fait partie de Aspera Enterprise On Demand, et ça, c'est ce que tu as présenté auparavant. La partie Aspera Enterprise, c'est la partie, on va dire, on-prem avec une licence perpétuelle. Et Aspera Enterprise On Demand, c'est la version on-prem, mais avec un abonnement annuel pour un volume donné. Mais un autre avantage de cette solution Aspera Enterprise On Demand, c'est qu'on va être capable d'installer, on va être autorisé à installer autant de serveurs de transfert qu'on a besoin. Dans la solution Aspera Enterprise, on a un volume illimité. On achète un système et puis on peut l'utiliser de façon illimitée ad vitam aeternam. La licence vous appartient. Dans Aspera Enterprise On Demand, c'est location annuelle, mais on paye qu'au volume et on peut installer autant de serveurs qu'on veut. Et là, dans le cas de Jabil, comme on a des usines dans plusieurs pays, en Amérique du Nord, en Malaisie, etc., il y a un besoin de pouvoir envoyer le fichier directement là où on veut. Donc là, j'ai donné, si on cherche sur Internet, on retrouve
le site de Faspex de Jabil. Alors, vous voyez, là, je parle de Asper Enterprise on Demand, de Faspex, et on a parlé de FASP. Vous voyez, alors c'est quoi tous ces mots? Donc, FASP, c'est le protocole. Faspex, c'est le module web qui permet d'envoyer des paquets de fichiers. Voilà. En fait, les fondateurs ont nommé ça Faspex en référence à FedEx. Voilà, je mets mes fichiers dans un paquet et je l'envoie par la poste. Ben, c'est exactement ça. Là, la poste, c'est la messagerie, comme tu l'as mentionné, et j'envoie mes paquets comme si j'envoyais un email. Bon, sauf que si je veux envoyer 1 Tera par email, ça ne va pas passer. Alors que 1 Tera par Faspex, ça va passer. Par contre, au niveau expérience utilisateur, c'est vraiment très similaire. On reçoit un email avec vous avez reçu des fichiers avec un lien, on clique dessus, on est redirigé vers l'application Faspex et on peut télécharger. Donc là, l'important, c'est une interface intuitive et facile d'utilisation. Bien évidemment, on a dit qu'on est basé sur le protocole FASP pour l'accélération, et ça nécessite l'installation d'un client, d'une application cliente, Aspera, qui s'appelle Aspera Connect, qui est gratuite, donc il n'y a pas besoin de payer pour cette application-là, et elle s'intègre dans le navigateur. Donc là, je vais peut-être vous montrer ça de façon plus concrète. Donc là, je suis sur quoi? Ben là, je suis sur Faspex, justement. Donc la version on-prem, je vais me loguer. Voilà, ici. Voilà. Et si je veux envoyer un paquet de fichiers à quelqu'un, ben, tout simplement, je vais faire send. Voilà, je vais lui dire un petit titre pour dire qu'est-ce que c'est. Donc je vais dire à qui je l'envoie. Aspera user 1. Bon, on va faire comme ça. Alors là, bon, il y a, comme tu l'as mentionné aussi tout à l'heure, il y a tous les aspects de sécurité, de gouvernance qui sont importants. Quel utilisateur a le droit de faire quoi? Et là, dans ces produits-là, ben, on a un certain nombre de paramètres de configuration où on va pouvoir élargir ou restreindre le champ d'utilisation du produit selon les types d'utilisateurs. Donc là, intentionnellement, je l'ai assez ouvert et on peut envoyer des fichiers à des utilisateurs externes, hein, puisque bien sûr, il y a tous des aspects aussi selon les cas d'usage de DLP, Data Loss Prevention, s'assurer que les fichiers sortent pas de l'entreprise, etc. Donc, bon, là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui d'entrer trop dans le détail, mais retenez juste qu'il y a beaucoup de flexibilité en termes de configuration et de gouvernance sur le produit. Donc, ensuite, je vais rajouter soit par drag and drop, soit par sélection mes fichiers que je veux envoyer. Là, par exemple, bon, je vais prendre celui-ci. Et tout simplement, j'appuie sur Send. Voilà. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir mon application Connect ici. Donc, en fait, l'application, la première fois, si vous n'avez jamais utilisé Aspera, que vous l'utilisez, il va vous proposer d'installer facilement. Donc, en quelques clics, on installe cette application-là. Et voilà, mon fichier a été envoyé de façon fiable et rapide. Bon, là, j'ai envoyé que 10 mégas pour la raison du webinaire, pour pas que ça prenne un quart d'heure. Mais j'aurais pu envoyer 100 mégas, 1 Tera, vous montrer qu'on peut stopper, reprendre, avoir le contrôle de la bande passante, etc. Dans le cas de Jabil, ici, là, j'ai envoyé un fichier. Mais en fait, dans le cas de Jabil, c'est je veux inviter mes clients à m'envoyer leur design. Donc là, on va plutôt faire ce qu'on appelle des invitations. Donc, je vais envoyer une invitation. Voilà, à mon utilisateur. Voilà, veuillez déposer les fichiers ici. Voilà. Alors, on peut mettre une expiration, on peut demander protéger avec un mot de passe ou pas, etc. Voilà. Et puis, on peut essayer d'aller voir de l'autre côté dans mon utilisateur. Voilà. Donc là, voilà, on va avoir de bon. Alors, ça, c'était autre chose. Voilà. Ici, là, vous voyez, ça n'a pas marché. Mais bon,
Ça, c'est la vie, hein. Ah oui, parce que ça n'existe pas, effectivement. J'ai oublié de mettre un plus. Bon, désolé. Bon, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est, on va avoir des notifications de ce type-là, où on va juste cliquer sur le lien ici, et puis, on va avoir accès au fichier qui est envoyé, ou bien si c'était une invitation, on va avoir un lien de dépôt, voilà, où on va se retrouver sur une page comme ça. La même chose que j'ai fait dans l'envoi, mais sauf que ça vient d'une invitation. Ben voilà, je pense qu'on peut en rester là. Ce qu'il faut retenir, c'est ici, on est dans un use case, facilité d'utilisation, application web, drag and drop, envoyer, hop, terminé, très simple pour l'utilisateur final. Donc, on est assez loin de ce qu'on a vu tout à l'heure à BainBev avec le script, la synchronisation. Bon, on pourra noter qu'on peut aussi, à vrai dire, pour la collaboration, faire de la synchronisation dans cette application-là. On a la possibilité de définir des comptes ici et puis voilà, ici de rajouter des comptes sur un serveur Aspera Fastpay, etc. et de faire de la synchronisation. Bon, ça ce serait l'objet de rentrer plus dans les détails. Voilà pour cette partie démonstration sur Jabil. Voilà, donc les résultats. Les utilisateurs, les clients et les utilisateurs internes peuvent envoyer leurs gros fichiers directement éventuellement. Alors, je ne l'ai pas montré ici, mais on peut définir dans le produit, que ce soit Aspera on Cloud ou Fastpex ou Shares, plusieurs, tu l'as mentionné d'ailleurs tout à l'heure, on peut définir plusieurs nœuds de transfert. Par exemple, pour l'utilisation interne, on va installer un Aspera High Speed Transfer Server en Malaisie, en Europe, en Amérique du Nord, dans les usines, à vrai dire, et les utilisateurs peuvent directement déplacer les fichiers d'un serveur à un autre juste par un glisser-déposer, en fait. Et ça va démarrer des transferts de serveur à serveur à haute performance. Donc, vraiment, une grande facilité, une grande performance dans les transferts. Voilà, le résultat ici, c'est vitesse, sécurité, facilité d'utilisation. C'était un petit peu ce dont avait besoin Jabil pour répondre à ses besoins ici. Entendu. Merci en tout cas d'avoir animé cette partie-là et surtout de nous faire voir les interfaces et plus ou moins l'usage assez facile de ces échanges. Et surtout, donc, comme on le comprend aussi, l'intégration du produit, le déploiement, dépend de l'organisation, dépend de là où on veut mettre les choses et dépend aussi de l'usage des fonctionnalités et dépend des gens que l'on veut mettre effectivement en collaboration quelque part. Alors, C'est pour ça qu'on travaille avec Danso dans ce domaine-là, parce que c'est important de discuter avec le client final, de comprendre ses besoins. Et puis avec IBM Aspera, là, on a un certain nombre de modules qui va permettre de construire une architecture répondant exactement aux besoins. La migration, Aspera Sync, de la facilité d'utilisation, Aspera Enterprise, Aspera on Cloud. Des problématiques de traversée de réseau, peut-être tu vas en parler. oui, donc là, simplement pour compléter tes propos, puisque tout à l'heure, on parlait uniquement, on avait vu l'interface CLI, là, on vient de voir effectivement des interfaces différentes, web et ainsi de suite. Tu as évoqué Aspera, Desktop Client, des choses comme ça. Donc ici, c'est simplement pour refiger ou du moins vous mémoriser quelque chose, c'est que le produit, c'est des installations sur des serveurs et pour que les serveurs conversent entre eux, mais le client est aussi un acteur et il y a différentes interfaces qui permettent soit de contrôler et d'administrer et ainsi de suite, ou alors les usagers vont avoir une interface effectivement web sur laquelle ils vont effectivement agir avec le système et puis le transfert se fera effectivement avec des clients lourds, une installation particulière de l'outil FASP effectivement et on va le revoir avec Aspera. On le voit avec Aspera Desktop Client. Donc, tout ça, c'était pour dire il y a de l'installation aussi, il y a du déploiement sur les postes de travail. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous dire. Donc ça, c'est la reprise, effectivement. Je ne vais pas m'étendre sur ce qu'on a dit, mais vous avez donc, pour reprendre les choses, l'Aspera Entreprise, l'Aspera on Cloud, l'Aspera on Point, effectivement, et puis on ne l'a pas tout à fait évoqué, mais la passerelle Aspios, ça nous demandait encore beaucoup plus de temps et d'efforts. Mais là, voilà, ça démystifie un petit peu la solution Aspera et de quelle manière elle peut être déployée, effectivement, selon le cas et les usages qu'on en aura besoin. Alors, oui. Simplement, ça peut faire peut-être peur, mais
Là, c'est grossièrement un schéma d'architecture où il y a une mixité d'usage et de déploiement. Et pour simplement vous dire eh bien, que je peux être, en tant qu'entreprise, utilisateur de mon Aspera, d'être dans une certaine mesure propriétaire et avec un désabonnement en mode on-premise, que je peux aussi atteindre mes clouds, mes hyperscalers et aussi faire usage tout simplement de ce que propose IBM dans son mode SaaS. Le client est au milieu et les flèches que vous voyez, c'est simplement pour vous donner une idée de la nature des flux, des transferts ou des appels API. Voilà, mais c'est vraiment un cas complexe, mais voilà, et ou qui peut être totalement simplifié, mais ça vous donne une idée de l'architecture que l'on peut déployer. Effectivement, c'est pas le cas général où on a tant de flux à droite, à gauche, etc. Mais ça m'est arrivé d'avoir des clients particulièrement des clients oil and gas, des grands énergéticiens qui ont des gros besoins avec l'utilisation de multi-cloud, on va dire, Azure, AWS, avec du on-prem, du stockage un peu partout, avec des dizaines de projets, avec des besoins différents. Même il n'y a pas très longtemps, un autre énergéticien au Danemark qui a choisi cette solution-là. Et effectivement, là, on a besoin de se mettre autour d'une table et de parler sécurité, etc., et de parler flux, parce que c'est à partir du moment où on a effectivement tous ces environnements distribués cloud on-prem, on a des équipes sécurité, il y a les flux ne sont pas ouverts par défaut, donc il faut discuter de quoi j'ai besoin dans mon réseau pour pouvoir transférer entre le cloud A et le on-prem, etc. Et c'est là effectivement on a besoin IBM a besoin et s'appuie sur ses partenaires comme Danzo pour cette analyse-là. Et bien sûr avec le soutien d'IBM. Tout à fait. Et on voit dans ces schémas aussi l'introduction de proxy pour protéger aussi ses propres infrastructures. Donc, dans d'autres circonstances, tout à l'heure, on parlait de FastSpace, voilà, ou de Share. Voilà un autre exemple très simple de l'usage et de ce qui va se passer effectivement sur ce transfert. C'est voilà, c'est la simplicité. Je ne vais pas en dire plus sur ce schéma. Je vous invite effectivement à nous appeler et puis tous ces schémas, tous ces architectures et l'usage de ces produits seront démystifiés par la suite. Voilà. Donc, vous avez vu lors de cette intervention, on vous remercie, donc la partie de différents use cases, mais il y en a d'autres. Hein. On a évoqué Abindev, on a évoqué Jabil, mais il y en a d'autres sur la distribution globale de données, sur la réplication, la synchronisation, effectivement sur les aspects de streaming, vraiment des gros sujets. Là, c'était Fox. On a l'occasion, si vous nous contactez, effectivement, de pouvoir voir quels sont vos besoins et quel serait le use case que vous voulez mettre en œuvre. Donc voilà, nous avons terminé cette session. Y a-t-il des questions? Y a-t-il Là, je vois une question, je vais vous la lire. Quel est le temps de mise en place de ce type de projet? Alors, c'est variable, mais ça peut être extrêmement rapide. Si on prend une solution comme Asperon Cloud, le temps de la mise en place, c'est le temps de la signature de l'achat avec Danzo, puisque en gros, en moins d'une journée, l'instance, puisque c'est du SaaS ici, l'instance dans le cloud va être mise en place extrêmement rapidement dès l'achat, quoi. Donc, c'est vraiment extrêmement rapide. Là, on parle d'une solution full SaaS où effectivement, on va envoyer les données pour collaborer. Par exemple, si je veux envoyer à Stéphane des fichiers, effectivement, moi, je suis utilisateur, Stéphane est utilisateur, ça va passer par le cloud. Donc, c'est un des cas d'usage avec une mise en place très rapide. Si on parle de la mise en place d'un système full on-prem, par exemple, avec un FastSpex, un serveur de transfert, ça va être techniquement, en une journée, on peut mettre ça en place. Après, ce qu'on va proposer avec Danzo et avec les Expert Labs d'IBM, on va éventuellement proposer quelques jours de formation. On peut fournir un service d'installation ou bien vous pouvez installer le projet vous-même. Donc, installation, disons, d'un FastSpex avec son serveur de transfert on-prem. Si on part d'un système Linux déjà installé et qu'on installe le logiciel, techniquement, si c'est moi qui l'installe par exemple, en une demi-heure, ces 2 RPM installés, c'est très simple. Et ensuite, il y a un peu de configuration dans le web. On va compter, disons, en général, une journée pour la mise en place technique d'un projet on-prem, par exemple.
et puis plus 1 ou 2 journées de formation au besoin pour le client. Voilà. Donc c'est vraiment pas une solution complexe, hein, par contre, après, si on parle d'une multinationale avec multi-cloud, multi-site, alors là, ça peut être plusieurs semaines, hein, parce qu'il va falloir se discuter des environnements, des aspects sécurité. Ça va être plus de l'analyse. Et ensuite, on va dire, oui, s'il faut installer 5 ou 6 serveurs dans différents endroits, configurer des instances cloud, ça prend un petit peu plus de temps. C'est un sujet plus complexe. Voilà. Donc, ça va être variable, hein, mais en général, c'est plus de l'ordre de, pour un projet moyen, 1 journée d'installation, on va dire. Ça peut aller assez rapidement. OK, merci pour ces précisions, Laurent. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on peut avoir une question qu'on pose, qui peut survenir par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est, on l'a mentionné, hein, pour bénéficier du transfert accéléré, on a besoin d'installer le client Connect, ou à vrai dire, IBM développe une nouvelle version qui s'appelle Aspera for Desktop, qui est gratuite aussi. Mais qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur il peut pas installer de logiciel? Ça peut arriver en entreprise. Est-ce qu'on peut bénéficier d'Aspera? La réponse est dans une certaine mesure, oui. On a un des modules que tu as brièvement mentionné, qui est la HTTP Gateway, qu'on va installer soit dans un cloud, soit on-prem, et qui va permettre à l'utilisateur de quand même réaliser ses transferts purement à partir d'un navigateur en mode HTTPS, et de bénéficier, alors dans une moindre mesure, de l'accélération, puisqu'on retombe sur du HTTP, mais il y a quand même un transfert Aspera qui va entre la gateway et le serveur, qui va quand même accélérer sur cette partie-là. Donc la réponse est oui, on peut quand même, et ça c'est disponible dans la version on-prem, dans la version cloud, le transfert HTTP pour l'utilisateur final, effectivement. Il y a une question aussi relative à, on n'a pas beaucoup mentionné sur la partie cloud, effectivement. Comment est-ce que quand on envoie entre 2 points, ça passe forcément par un serveur Aspera dans le cloud? Ça, c'est vrai que c'est une question qu'on peut poser. En particulier, tout à l'heure, on parlait de Aspera on Cloud. Donc là, clairement, on a un composant dans le cloud. Mais si moi, je veux on a dit qu'on supportait plusieurs serveurs, et si je veux que mes données arrivent on-prem, sur mon serveur on-prem, mais j'utilise Aspera on Cloud, à vrai dire, de par l'architecture d'Aspera, il n'y aura pas d'utilisation. Les données ne transiteront pas par le cloud. En fait, jamais ça transite par le cloud s'il n'y en a pas besoin. Les transferts sont vraiment de point à point entre le client et le serveur, ou bien entre 2 serveurs parfois. Même si on utilise Aspera on Cloud, il n'y a pas besoin de passer par le cloud. On passera par le cloud, évidemment, si les données doivent atterrir dans un bucket S3, etc. Et même dans ce cas-là, à vrai dire, les données sont directement transférées dans le bucket S3 sans passer par un stockage intermédiaire. À vrai dire, l'idée ici, c'est qu'il n'y a jamais de stockage intermédiaire. Les données sont toujours transférées entre un client et un serveur. Et voilà, c'est ça aussi un des avantages de la solution. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, apparemment. Bon. Merci à tous les participants et merci à tous les gens qui sont inscrits. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez mes coordonnées ici. Je suis à votre écoute pour mener à bien et je dirais et traduire l'expression de votre besoin. Voilà, poker et aussi intégrer cette solution dans votre SI. Voilà, et apporter tout le support et le savoir-faire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous souhaite dernière indication, comme ce webinaire est enregistré, on vous donnera accès effectivement à cette vidéo. Donc, Gino se fera fort de vous envoyer l'URL pour revoir dans d'autres circonstances ce que l'on vient d'évoquer. Merci encore et au plaisir de vous entendre. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.